Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal des auditeurs et des musiciens dirigé par Didier Rochard, diffusé en direct dimanche 2 juin 2013 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé lundi 3 juin 2013 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Jean-Édouard. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir et bienvenue dans le libre journal des auditeurs. Je suis très heureux et fier de recevoir aujourd'hui un personnage qui nous vient de très loin, qui a vécu une vie d'une richesse, mais aussi souvent d'une tragédie, il faut le dire, assez considérable. Il s'agit de Jean Morel. Bonsoir Monsieur Morel. Bonsoir Monsieur. Alors ça me fait très plaisir de vous avoir dans ce studio parce que vous avez écrit un livre fort, à la fois très pointu, très historique, mais aussi qui développe comment dire? J'espère que votre livre ne sera pas prophétique, tout simplement. Je l'espère aussi. Voilà. Ce livre s'appelle Guérilla et contre-guérilla, théorie et pratique, et il est édité aux éditions de Chiret. Alors, ce livre est en quelque sorte, c'est un peu l'histoire de votre vie, mais beaucoup plus que cela, puisque vous donnez aux auditeurs et aux lecteurs votre expérience de ces temps modernes, de cette guerre moderne que vous avez vécue, et puis vous donnez dans des perspectives qui sont des perspectives, comme je le disais, dont je souhaite vivement qu'elles ne soient pas prophétiques, à savoir qu'il y a toutes sortes d'analyses sur les conflits modernes, conflits très régionalistes d'ailleurs, comme on les voit aujourd'hui se développer un peu partout dans le monde, malheureusement. Alors, on verra dans le courant de l'émission, ces conflits régionalistes nous protègent-ils d'une grande déflagration plus générale, plus mondiale? Ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, vous partez d'une expérience extrêmement fournie, extrêmement riche de la guérilla, et puis donc on va vers des considérations beaucoup plus modernes et, je le disais, beaucoup plus inquiétantes. Alors, peut-être en quelques mots, Jean Morel, il faut nous dire quelle a été votre vie. Il faut dire aux auditeurs quelle a été votre vie. Bon, écoutez, moi, j'ai toujours eu des sentiments nationalistes très forts. Donc, au moment de la guerre d'Indochine, j'ai fait l'école de Churchill et ensuite je suis parti faire la guerre là-bas. Je commandais une section de supplétifs tonkinois et on s'est battus comme des chiens. Mais c'était très dur. On était fourrés dans un guêpier parce que cette guerre, même en étant courageux, on pouvait pas la gagner pour toutes choses de choses. C'est-à-dire malheureux qu'on s'en soit arrivé là. Mais enfin bon, là-bas on s'est battus comme des chiens. Et entré en Europe, la guerre d'Algérie débutait et j'ai compris que ce serait encore la même comédie, qu'on gesticulerait, qu'il y aurait des grands discours, et ça a fini, comme l'Indochine et comme tout le reste, par une pantalonnade. D'ailleurs, il nous avait compris, et excusez-moi, il nous l'a bien mis. Tout à fait. Ça a été un désastre, et pour moi, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'avais rien à faire dans un pays comme ça. Je suis parti à l'étranger, et je suis devenu un Français de l'étranger. C'est ça. Ça fait presque un demi-siècle que je vis en Extrême-Orient. Et je suis en France de passage, mais je n'y resterai jamais. Alors, Extrême-Orient, c'est le mal jaune qui vous avait atteint? Oui, bien sûr, je l'ai eu comme tout le monde. D'ailleurs, dans la conférence que je ferai jeudi à Nantes... Jeudi soir à Nantes. Jeudi soir à Nantes, j'explique que dans une guérilla, pour gagner, il faut s'impliquer totalement dans la culture de l'ennemi pour mieux le détruire. Mais il y a un risque psychologique majeur parce que lorsqu'on s'implique totalement dans la culture de l'ennemi,
on devient l'autre. Et cette guerre, à ce moment-là, devient, pour celui qui s'est impliqué, cette guerre devient une véritable guerre civile dans laquelle il laissera son âme. Ouais, une guerre personnelle, en fait. Personnelle et même civile, parce qu'on n'est plus un étranger, on est l'autre. Oui. On se bat pour deux idéologies différentes, mais on est du pays. Et le regretté général Bijard l'avait bien expliqué, il appelait ça le mal jaune, il l'avait contracté, et il disait qu'on mourait avec, et je crois qu'il avait raison. Alors, est-ce que ça sous-entend que lorsqu'on s'implique de cette façon, on va parler de l'implication des officiers, des sous-officiers, du GCMA, enfin, etc., tout ce qui est raconté dans votre livre, absolument passionnant, avec une connotation très particulière, parce que effectivement, vous ne parlez pas forcément des grands combats. Il y a des récits, mais pas seulement. Vous parlez précisément de cette implication du combattant français sur le terrain avec ces populations, et des populations qui ont rendu attachantes, voilà, qui ont rendu une véritable parfois un culte, mais surtout une symbiose. Ben, ceux qui ont commandé des Vietnamiens effectivement, il y a eu symbiose. Oui. Et on a été atteint, comme vous dites, d'un mal incurable. On connaît d'ailleurs les récits d'Élie de Noix de Saint-Marc, lorsqu'il a été obligé d'abandonner ses partisans sur le poste. Comme on a abandonné les harkis, d'ailleurs. Comme on a abandonné plus tard les harkis. Alors, est-ce que ça signifie que dans cette implication totale du combattant avec les populations locales, est-ce qu'on peut assimiler ça vous savez, à ce fameux syndrome de Stockholm qui induit donc que l'otage, par exemple, finit par épouser les thèses de son bourreau. Alors, c'est-à-dire que nous n'épousions pas les thèses de nos ennemis, mais on s'imprégnait de leur culture pour les pénétrer de façon à mieux les détruire. Pour réagir comme eux, en fait. Pour réagir comme eux. C'est ça. Mais ceci dit, on continuait quand même à les combattre avec efficacité et avec passion, parce que des gens qui s'impliquent pas, ils combattent, et quand c'est fini, ils raccrochent le fusil, ils rentrent chez eux, terminé. Voilà, ce sont des fonctionnaires de la guerre. Ça n'a jamais été terminé. Oui. Comme je dirais dans ma future conférence, celui qui fait ça, il laisse son âme là, dans l'opération. Ça coûte cher. Alors il laisse son âme s'il perd, mais s'il gagne. Voilà. On gagne d'un côté, on perd de l'autre. Alors, pourquoi avoir écrit ce livre d'ailleurs? Parce que c'est un livre à la fois très technique, c'est un livre, je le disais tout à l'heure, de récits historiques, c'est un livre dans lequel vous exportez en quelque sorte de ce récit historique tout un tas un grand nombre de maîtres mots qui pourraient servir éventuellement dans un conflit futur. Écoutez, j'ai lu des tonnes et des tonnes de bouquins sur ce problème-là, et je me suis rendu compte que tout le monde a parlé de contre-guérilla, mais peu ont parlé de guérilla. Et je me suis rendu compte que c'était malheureux, parce que moi j'ai des connaissances extrêmement larges dans ce domaine, et je me suis dit, bon, un jour ou l'autre, je serai plus là pour en parler, et ça va laisser un vide. Donc j'ai voulu décrire de A à Z ce qu'est une guérilla, pourquoi il y a une guérilla, comment on la vit. Ça, je voulais le mettre sur le papier, parce que le jour où je serai plus là, ça sera pas là. Voilà, les témoins disparaissants. J'ai lu des tonnes de livres, tout le monde parle de la contre-guérilla, j'en parle aussi, mais la guérilla, personne en parle. Mais finalement, guérilla et contre-guérilla, c'est à peu près la même chose, ça dépend de quel côté on se situe. Oui, c'est à peu près la même chose, sauf que pour les guérillas, c'est plus dur, parce que c'est la guerre du pauvre. Il faut faire avec. On n'a pas les mêmes moyens, donc il faut remplacer ça par de l'audace, par de la mobilité, par de l'imagination. Il faut frapper toujours là où on n'est pas attendu, toujours avec des forces supérieures au moment où on combat, ramasser la mise et se disperser. Et voilà, c'est ça. Oui, alors évidemment, on est loin de la gloire des combats et de. Non, en général, on fait pas une guérilla pour la gloire, on la fait parce que lorsque son identité, sa religion, sa foi ou sa patrie est en danger. Alors ça sous-entend d'avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, non pas une âme de soldat fonctionnaire, non, pas en quelque du tout. sorte, mais au contraire, ça sous-entend d'épouser complètement les thèses d'avoir le sens profond de la mission qu'on vous demande de faire. Absolument. Si on n'a pas la foi, on ne gagnera pas la guerre. Par exemple, moi, dans les guérillas, je cite des exemples précis. Bon, par exemple,
une mission précise. Vous attaquez en plein jour le quartier général de l'ennemi. Avant de faire ça, vous savez d'avance que vous en ressortirez pas vivant. Mais si vous décapitez un quartier général, ça fait un bruit épouvantable et ça démoralise l'ennemi. Vous pouvez aussi, lors d'un défilé militaire, attaquer la tribune. Ça s'est passé en Égypte, au Caire. Absolument. Vous pouvez, un mess des officiers supérieurs, l'attaquer en pleine capitale. Vos bonhommes vont y passer, mais vous imaginez le bruit que ça va faire. Le but d'une guérilla, c'est pas toujours de gagner sur le terrain, c'est de démoraliser l'ennemi, le dégoûter, le forcer à partir, et dit je m'en vais, j'ai rien à foutre dans ce guépier-là. Alors tout à l'heure, je comparais guérilla et contre-guérilla en disant que c'était globalement, suivant le côté dans lequel on se trouve, que c'était la même chose. Mais finalement, toutes ces actions sont des actions purement terroristes. Mais écoutez, à la terreur, par quoi voulez-vous répondre? Pas par l'angélisme. Je sais bien qu'en France, c'est la mode de répondre au crime par l'angélisme, mais c'est pas efficace, ça. Ça fait bien dans les journaux, mais c'est pas efficace. Alors, on nous pose déjà une question, cher Monsieur Morel. Pouvez-vous nous dire si vous étiez partisan de l'indépendance de l'Algérie et de l'Indochine? L'Indochine, oui, mais par indépendance, il y a indépendance et indépendance. Moi, j'aurais voulu, dès le début, et je le dis dans mon livre, que l'on prépare dès les années 1930 l'autonomie des Vietnamiens pour en arriver un jour à une indépendance, je le dis dans mon livre, oui, comme entre le Brésil et le Portugal. Les Vietnamiens sont des gens qui ont une vieille civilisation de 2000 ans, ils ont une grande culture, ils se sont battus pendant plus d'un millénaire pour se libérer des Chinois. Absolument. Donc c'était des gens qu'on ne pouvait pas espérer coloniser, c'est-à-dire dominer à perpétuité. Tout ce qu'on pouvait faire avec eux, et on avait presque réussi, parce que dans les années 1930, vous aviez le parti, j'ai oublié son nom, mais le parti de la grande bourgeoisie vietnamienne, qui voulait la coopération avec la France. Les Vietnamiens voulaient une coopération dans l'amitié, comme entre le Brésil et le Portugal. Et les Vietnamiens aimaient la France. Ils aimaient la culture française, et ils aimaient les Français qui étaient décents. Et pour les plus anciens, ils l'aiment toujours, et pour malgré le conflit. Bien sûr. Alors nous, on s'est comportés comme des ours dans une baraque de porcelaine. On a blessé ces gens-là. Par exemple, l'amiral Decoux, qui était gouverneur général de l'Indochine pendant la guerre, lui avait décidé qu'on ne tutoierait pas les Vietnamiens. Oui. Malheureusement, ça n'a pas été suivi. L'amiral Decoux a eu une attitude très positive vis-à-vis des Vietnamiens. Et si on avait joué le jeu avec eux, on serait restés des amis, il y aurait eu l'indépendance, mais les Français d'Indochine auraient eu les mêmes droits que les Vietnamiens, et les Vietnamiens de France auraient eu les mêmes droits que les Français. Ça aurait été ce qui se passe entre le Brésil et le Portugal. Donc, en Indochine, le système colonial n'était pas possible. Oui, c'est ça. On pouvait se battre contre Ho Chi Minh parce qu'il était communiste, et en plus, il faut dire une chose, c'est que dès que la Chine a été... Mao Tse-tung a pris le pouvoir en Chine en 1949, il a formé des divisions les divisions régulières, et c'est elles qui ont fait le désastre de Cao Bang. Absolument, bien Donc, sûr. La 316 et dès la que la 88. Chine est devenue communiste, on ne pouvait plus espérer militairement gagner cette guerre. Et malheureusement, les gens qu'on a choisis pour être avec nous, des gens comme Bao Dai, c'était un pantin. Mais on a manqué beaucoup de choses. C'est que dans les années 1930, vous avez Ngo Dinh Diem, le futur Ngo Dinh Diem qui détestait les Français, était un ami des Français. Quand il y a eu les révoltes rouges, dans les années 30, Ngo Dinh Diem était le ministre de l'Intérieur de Bao Dai. Et il a fait une répression des communistes sévère. Mais quand Ngo Dinh Diem s'est rendu compte qu'il n'obtiendrait rien des Français, qu'on lâcherait rien, mais il s'est tourné contre nous. Oui. Des gens comme Ngo Dinh Diem, si on les avait cooptés, et qu'on leur donne progressivement l'autonomie pour arriver à une indépendance dans l'amitié, nous n'avions aucun problème de race en Indochine. C'est tout à fait vrai. Nous avions une grande interpénétration. La bourgeoisie vietnamienne était francophile. Il y avait beaucoup de Français qui aimaient beaucoup le Vietnam et les Vietnamiens. C'est une tragédie qu'on aurait pu éviter. D'ailleurs, cette tragédie aurait d'autant plus pu être évitée si, à la fin du conflit mondial, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, si l'administration française, plutôt que de faire une épuration
exactement comme en métropole, avait C'était une grave erreur. Voilà, avait maintenu en place les cadres administratifs français qui se trouvaient en place et qui étaient là depuis. Mais déjà, les gaullistes étaient vindicatifs, c'est leur habitude. Voilà, c'est l'affaire Mordant, enfin, etc. Exactement. Bon. Mais à ce moment-là, donc, si cette administration française était restée en place, avec les... Elle était aimée des Vietnamiens Exactement. et des Européens. C'est tout à fait le témoignage qu'on en a encore de... aujourd'hui parmi les plus anciens. Absolument. Ça a été une erreur magistrale. En plus de ça, il faut dire une chose, que en 1945, pour désarmer, soi-disant désarmer les Japonais, le Nord a été donné à Chiang Kai-shek qui devait désarmer les Japs et le Sud aux Anglais. Or, dans le Nord, les Américains se sont montrés odieux vis-à-vis de la France. Déjà, les troupes françaises réfugiées en Chine, les Américains avaient dit pas un grain de riz, pas une cartouche pour les Français. Heureusement, c'est arrangé avec les Chinois. Donc, les Américains... La colonne Alessandrie. Exactement. Alors, si vous voulez, déjà le nord de l'Indochine, les Américains jouaient déjà contre nous par les Chinois interposés. Absolument. Dans le sud, les Anglais ont été impeccables avec nous. Absolument impeccables. Le général qui commandait les troupes britanniques... Le général Grasset. Grasset, qui commandait les troupes britanniques, a réarmé des prisonniers français. Quand la barbouze américaine de l'OAS, Dewey, le fameux Dewey, est venu pour jouer contre nous, il l'a expulsé. Malheureusement, ce avion n'était pas là. Il est revenu, en revenant, heureusement, les Viet l'ont buté. Voilà, ça fait un anti-français de moins et je le regrette pas. Enfin, toujours est-il que effectivement, il y a eu, pour répondre à la question de cet auditeur, et il y a eu des occasions ratées absolument dramatiques à ce moment-là. Autre occasion ratée, si vous le voulez bien, parce qu'on ne va pas se focaliser complètement sur l'Indochine, bien que vous avez tellement participé à ce conflit qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il me semble intéressant de voir quelle a été l'action de la France, et en particulier, on revient sur l'idée de l'implication des militaires, des officiers et des sous-officiers français dans cette guérilla, puisque au moment de Dien Bien Phu, on est tout à fait à la fin du conflit, au moment de Dien Bien Phu, l'administration, si l'on peut dire, française, et y compris l'état-major de l'armée, n'a tenu aucun compte du travail qui a été fait par les maquis qui vivaient justement de cette guérilla. Abandonné complètement. On connaît l'action du colonel Sassy et on connaît l'action de tous ces maquis qui étaient des maquis autochtones. Absolument. Commandés complètement par des autochtones à la fin. Voilà, exactement. Mais qui étaient sous responsabilité des officiers français et qui ont fait un travail. Trinquier, enfin, etc. N'oublions pas ces quelques 2000 partisans de Sassy qui, au nord Laos, ont marché vers Dien Bien Phu. Pour essayer de les libérer, oui. Et ont réussi à libérer plus de... Oui, enfin, certains. Oui. Certains, je crois qu'ils en ont reçu un peu plus de 200, enfin, etc. Des évadés de Dien Bien Phu. Mais la France en avait marre de l'Indochine. La France était indifférente au mieux. Mais ça, c'est de la politique. Ouais. Alors, précisément. Et les Français aussi. Alors, oui, mais ça, c'est la propagande. Bien. Alors, précisément, la guérilla ne se fait, est une action armée, certes, comme la contre-guérilla, mais c'est aussi une action éminemment politique. Éminemment politique. D'ailleurs, Ho Chi Minh le disait. Ho Chi Minh disait, l'art militaire, sans la politique, c'est un arbre sans racines. Et je partage entièrement son point de vue. Les militaires qui disent que la politique n'a rien à faire avec le militaire, ce sont des gens qui perdront toutes les guerres. Quand on n'a pas la foi, on perd une guerre. Absolument. Et aujourd'hui, peut-on encore avoir la foi dans les conflits qu'on nous impose? Maintenant, vous savez, c'est un peu difficile. Avant, il y avait des raisons d'avoir la foi. Maintenant, c'est pas évident. Hein. Parce que c'est quand même une politique un peu de... juste avant d'arriver dans cette émission, on évoquait le Tchad. Bien. Avec le commandant Galopin. On sait ce qui lui est arrivé. On sait le changement d'alliance que nous avons fait avec les gouvernements, les différents présidents tchadiens. Je ne veux même pas parler des gouvernements d'ailleurs, entre Hissène Habré, etc. Là, il y a eu, ça a été une chorégraphie absolument infernale qui a provoqué la mort du commandant Galopin dans des conditions absolument sordides et épouvantables. Donc, on se rend très bien compte que l'action du militaire, la Grande Muette obéit aux ordres, et en fait, tous ces ordres sont successifs, pour ne pas dire des contre-ordres, ça n'existe pas dans l'armée, n'est-ce pas, dans le règlement militaire. Tous ces ordres successifs amènent finalement à brouiller complètement les cartes, et on l'a vu pour l'affaire algérienne, mais on l'avait vu aussi en Indochine avant. Les officiers qui reçoivent l'ordre de s'impliquer
totalement avec les populations qu'ils défendent, eh bien un jour ou l'autre, on leur demande de trahir. On leur demande de trahir Voilà. leur parole. Ou ils se rebellent, ou ils trahissent. Voilà, c'est très exactement l'histoire contemporaine. Voilà. C'est exactement ça. Et on comprend pourquoi les gouvernements aujourd'hui ont besoin d'une armée purement. Alors c'est paradoxal parce que autant on a besoin d'une armée qui obéisse, puis-je dire, bêtement aux ordres. En tout cas qui obéissent bien aux ordres, et puis dans le même temps, le règlement général des armées stipule qu'un officier comme un homme du rang, peu importe, aujourd'hui, a le droit de refuser d'obéir à des ordres dits illégitimes ou illégaux. Alors, où va-t-on ? Un ancien soldat. Qu'est-ce que vous en pensez, dans ces conditions, Jean j'aurais jamais Morel pu être militaire. Voilà, c'est ça. Je refuse de participer à une clownerie ou à une pantalonnade. Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour les auditeurs, parce qu'aujourd'hui, évidemment, nous avons un corps militaire qui intervient, qui est en OPEX en permanence, d'ailleurs. Hein, les militaires, les guerriers de notre pays sont déployés dans le monde entier, sur tous les théâtres d'opération. Donc, ils font des guerres cruelles. La guerre du Mali n'est pas une guerre simple en ce moment. Oui, mais je ne pense pas qu'ils auront le temps de s'impliquer profondément. Parce que pour s'impliquer profondément dans un pays, quand on fait de la contre-guérilla, il faut commander des gens de ce pays. Si vous commandez des gens étrangers, vous n'aurez jamais cette implication, vous ne serez jamais imprégné. Moi, je commandais des Tonkinois au Tonkin. Voilà. Donc, et vous viviez avec. C'est-à-dire que vous n'étiez pas. Je mangeais comme eux et je parlais avec eux. Voilà, exactement. D'ailleurs, si vous lisez mon livre, vous verrez que l'écriture vietnamienne a été respectée avec les accents et tout. Tout à fait, absolument. Il y a beaucoup de colonels ou de généraux qui ont écrit des livres sur l'Indochine qui n'écrivent pas le vietnamien correct. Qui n'écrivent pas le vietnamien. Alors, implication politique incontestable. Est-ce que ça a toujours été le cas dans ces conflits de guérilla contre guérilla ? Parce que finalement, cette façon de combattre, c'est une façon moderne. Ça vient de ce qu'on appelle la guerre, l'insurrection, ou est-ce que ça a toujours existé ? Oh, la guérilla a une très 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 vieille histoire. Déjà, la Bible évoque les combats de Josué contre les Cananéens. Au 5e siècle avant Jésus-Christ. Bien sûr. Sun Tzu, qui a écrit L'art de la guerre, évoque déjà le concept du soldat paysan. Donc, la guérilla existe depuis très longtemps et elle existera encore très longtemps. Parce que, surtout maintenant, les grandes puissances ne peuvent plus s'affronter directement sans s'autodétruire par le feu atomique. Donc, ils feront des guérillas. Ils feront la guerre par des guérillas clientes interposées. On voit ça aujourd'hui en Syrie, où Bachar al-Assad est épaulé par la Russie, par l'Iran et à un moindre degré la Chine, et où l'Occident joue le jeu et risque très fort de se retrouver avec des barbus qui lui poseront encore beaucoup plus de problèmes que le pauvre Bachar al-Assad. Voilà ce que je pense. Alors ça, c'est effectivement mais de toute façon, des principes de géopolitique qu'on a beaucoup de mal à cerner aujourd'hui. De toute façon, où va-t-on ? Les Occidentaux ont toujours été naïfs, ils l'ont été, ils le sont, ils seront toujours. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. On a chassé le vilain Kadhafi, mais maintenant on a l'anarchie. En Tunisie, c'est pas guère mieux. On n'est pas dans une situation de guerre, mais enfin dans une situation pré-insurrectionnelle en tout cas. Oui, absolument. Et si Bachar al-Assad s'en va, je voudrais pas voir ce qui va arriver. Mais les Américains sont contents, comme d'habitude, ils ont réussi à avoir un désastre. C'est leur passion d'avoir des désastres. Alors peut-être d'ailleurs ce désastre est-il dû à un manque d'implication, à une implication certes internationale et géopolitique comme je disais tout à l'heure, mais un manque d'implication, un manque de compréhension des peuples. Mais les Occidentaux d'habitude ils comprennent rien à rien. La démocratie, les droits de l'homme, allez, on fout le tyran dehors. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive ? On a les barbus, et c'est pire encore, il y aura la lapidation, on aura chassé le mal pour avoir le pire. De toute façon, par exemple, vous preniez l'exemple de la Libye tout à l'heure, on a très bien vu ce qui s'est passé, y compris avec les arsenaux, puisque ces mêmes armes que nous avons données pour... On en a retrouvé au Mali. Et on les retrouve contre nous, au Mali. Dirigés contre les armes françaises. Et on les trouvera peut-être même en France un jour. Oui. Ah bon, très bien. On va reparler de la guerre. Vous êtes à l'écoute du Libre Journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je reçois ce soir Jean Morel pour un livre fort pertinent, Guérilla et contre-guérilla, théorie et pratique, paru aux éditions de Chiré. Et alors je le disais, c'est un livre qui rassemble effectivement toute l'expérience de Jean Morel, expérience de combattant. Et dites-moi, et des réflexions d'un demi-siècle sur ce problème. Voilà. Réflexion ininterrompue pendant un demi-siècle. Alors, nous avons
évoqué les guerres, on va dire les guerres anciennes, Indochine, etc., la situation très bien, l'implication nécessaire pour pouvoir mener des opérations de guérilla. Je voudrais simplement revenir un petit peu sur une période de notre histoire qui est malheureusement, je crois, trop peu connue, malgré tout, dans les détails en tout cas. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur le territoire français, donc en métropole, lorsque les Jedburgh ont été lâchés sur la France. Est-ce que c'est vraiment, là aussi, un combat de guérilla? Oui, ça a été quand même un combat de guérilla parce que la résistance en France, il y a eu quand même des résistants, enfin des maquis qui étaient très efficaces. Il y avait des moi, résistants sérieux, tout à fait. j'ai connu ça dans ma région. Moi, je suis du Sud-Ouest. J'ai vu les maquis de la Dordogne. Ils étaient quand même assez efficaces, mais ils étaient bien entendu, ils n'étaient pas unifiés. Il y a même eu des combats entre les FTP communistes et les FFI gaullistes. Voilà, c'est Guingouin et c'est... Guingouin, mais Guingouin était un type bien, en ce sens qu'il était patriote avant d'être communiste, à tel point qu'au début de la guerre, que Guingouin, les communistes voulaient lui faire la peau. Donc Guingouin est un cas spécial, mais les FTP, il y avait des gens, il y avait le groupe Soleil dans le Sud-Ouest, ils se livraient à des exactions, ils torturaient les gens pour avoir des pièces d'or et compagnie, et compagnie, et compagnie. Les FTP n'ont pas toujours été impeccables. Les FFI étaient beaucoup mieux déjà. Alors le problème, c'est précisément à l'intérieur de ces conflits de guérilla, en tout cas de ces actions de guérilla, si on peut, pour être plus précis, il y a aussi tout ce qui accompagne toutes les exactions, et ça on le sent plus dans les combats de guérilla, tout simplement parce que vous parliez de guerre civile tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça. Les partisans sont des autochtones qui se battent contre leurs frères autochtones, si je puis dire. Ah, ça c'est dans certains cas, mais quand une guérilla se bat contre un occupant étranger, alors sa moralité doit être rigoureuse. Eh oui. Parce que c'est l'armée du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et il doit être un exemple vivant d'ascétisme même. Alors c'est ce qui ressort beaucoup dans votre livre d'ailleurs, à chaque fois que vous parlez dans la pratique de la guérilla, puisqu'il y a théorie et pratique, à chaque fois que vous parlez de prise de prisonniers, quand il y a des embuscades, enfin etc., vous dites bien à chaque fois on respecte le prisonnier blessé, le prisonnier vivant, mais aussi le corps du prisonnier toujours mort. C'est-à-dire qu'il y a une notion je mets des guillemets évidemment, une notion presque humaniste, mais oui, qui justifie précisément l'authenticité et la moralité du combat. Tant qu'on le peut, on reste dans l'humanisme, tant qu'on peut. Maintenant, si pour vaincre, on doit s'en libérer, on s'en libère. Le but d'une guérilla, c'est de vaincre par tous les moyens. Il y a quand même des exceptions, je le dis dans mon livre, la drogue, les kidnappings, le casse des banques, bon ça c'est inacceptable. Mais en dehors de ça, la fin non seulement justifie les moyens, la fin sanctifie les moyens. Une fin pour la libération de la patrie. Pour libérer la patrie, il n'y a pas d'interdit. La fin sanctifie les moyens. Mais un seul but, c'est de vaincre. Mais ça sous-entend de la part des cadres, je ne veux pas dire des officiers, parce que dans certains cas... dans mon système de guérilla, il n'y a pas d'officiers au-dessus. Voilà, c'est ça. Il y a des responsables. Alors, parlons des responsables, et ça sous-entend de la part des responsables d'avoir un principe moral... Très fort. Or, on sait que très fort. Pendant la guerre, enfin, les principes moraux sont oui, mais c'est pas une guerre, ça. C'est une croisade pour la libération de la patrie, c'est pas une guerre. Il faut s'élever au-dessus des choses. Il n'y a plus qu'un seul but qui compte, c'est la libération de la patrie. Pas d'alcool, pas de tabac, pas de jouissance, la nourriture la même pour tous, des signes distinctifs très discrets, et surtout pas de grade, des fonctions. Chef de groupe, chef de section, chef de commando, et ainsi de suite. Des fonctions. Alors, ce qui est très particulier dans votre ouvrage, là encore, toujours dans la pratique, c'est que vous décrivez des organigrammes militaires qui sont, j'allais dire, presque plus rigides que dans les armées, dans les armées des pays. C'est-à-dire que c'est en contradiction avec, en tout cas, l'image qu'on peut se faire d'une guérilla, où on voit très bien les Tupamaros descendant de la forêt amazonienne, etc. Des Américains du Sud. Ça. Ouais, je sens une petite connotation désagréable dans vos propos. Toujours est-il que il y a cet aspect. Mais les FARC sont pas mal organisés. Mais absolument, par exemple. Les FARC sont très bien organisés. Alors, donc, je parlais de nomenclatures qui sont presque rigides, enfin avec des procédures, avec des articulations qui sont totalement professionnalisées. Absolument.
Une guérilla, c'est pas la rigolade, c'est pas une partie de plaisir. Ça, on s'en doute. C'est quelque chose de rigoureux. Mais on peut penser que ça peut être quelque chose de très souple. Quand c'est mal organisé, pourquoi pas. Voilà. Mais une guérilla doit bien être organisée, c'est pas une nécessité que ce soit la débandade. Hein. Ça doit être rigoureusement organisé. Et moi, partout, à tous les échelons, il y a le chef militaire et l'homme de action psychologique, pour ne pas l'appeler autrement. Le canbo. Voilà, à tous les échelons. Alors donc, ça sous-entend quand même une organisation, vous citez le terme, d'ailleurs quasi militaire, ça sous-entend un encadrement, appelons-le professionnel. Ce que j'explique dans mon livre, c'est quand un pays faible ou convoité par les impérialistes que vous savez, c'est qu'il sera un jour envahi, sous un prétexte ou pour un autre. D'ailleurs, quand il n'y a pas de prétexte, regardez l'Irak. On a trouvé un prétexte. Bush a essayé de prouver que le pauvre Saddam Hussein achetait de l'uranium au Niger, ce qui n'était pas vrai. Donc, quand un pays sait qu'il doit être envahi, avant qu'il soit envahi, il doit monter ce qu'on appelle des milices patriotiques. Et il y a une unité des milices patriotiques dans les usines, dans les quartiers, partout, qui fonctionnent comme un groupe de combat de la guérilla, armé, et lorsque le pays est envahi, il y a déjà des bases qui sont préparées, ces gens-là rejoignent leur base, ne s'occupent pas du combat extérieur, et vont commencer la guérilla. Ils sont encadrés par leurs chefs normaux, et des officiers des forces spéciales qui les rejoignent. Lorsque l'armée a été écrasée, la guérilla est en place. Donc il faut la préparer, la guérilla, avant même qu'on soit envahi. Parce que les prédateurs que vous connaissez, ils ont ce qu'on appelle la politique de la décapitation. Ils écrasent la capitale et ils foncent dessus. Vous l'avez vu en Irak. Donc la guérilla doit se préparer avant même que le pays soit occupé. Mais ça, Jean Morel, ça sous-entend que ce pays qui va être occupé, donc qui sent la menace contre lui. Ils savent bien ceux qui vont être occupés. Oui, mais ça sous-entend que ce pays soit uniforme en quelque sorte, que tout le monde travaille dans le même sens. Or, on l'a bien vu en 40 chez nous. Il y avait une partie de la population, les communistes en particulier, qui avaient donc signé des accords. Merci, il y a des pays qui sont pas comme ça. Je pense que si un jour la Chine était occupée, bien les Chinois ils feraient face. Vous pensez qu'il y aurait cette uniformité de ce patriotisme? On peut dire ce qu'on veut. Les Chinois sont soi-disant des communistes. Moi, j'en suis pas du tout convaincu. Mais je sais une chose dont je suis certain, c'est que les Chinois, avant tout, sont chinois et nationalistes. Mais vous savez, vous connaissez le Vietnam mieux que moi. Les Vietnamiens ne sont pas communistes. Ils sont pas ils sont nationalistes. Voilà, ils ont utilisé le communisme comme un moyen de combat. Et c'est pas eux qui ont utilisé. D'ailleurs, ils en ont beaucoup souffert. Ils en ont beaucoup souffert. D'ailleurs, après notre départ, il y a eu des révoltes au Nord-Vietnam. Il y a eu des révoltes par les paysans contre le fameux Chongqing. Exactement, bien exactement. Sûr. Les Vietnamiens, les communistes vietnamiens ont été très forts, en ce sens que je le dis dans mon livre, les Vietnamiens, la paysannerie vietnamienne n'a jamais été communiste. Comme tous les gens qui travaillent la terre, les paysans, les gens sont conservateurs. Mais il y a eu un problème, c'est que les autorités coloniales, avant la Deuxième Guerre mondiale, ont laissé les petits paysans se faire déposséder de leurs terres. Quand on est arrivé, il y avait 30 à 40% des terres qui appartenaient aux paysans qui les travaillaient. À un moment donné, il n'en resterait plus que 5 ou 10%. Et ça, c'était dangereux. C'était un mauvais terreau. Il y a eu la réforme agraire. Voilà. Mais eux l'ont fait alors dans l'autre sens. Voilà, c'est ça, exactement, qui a coûté très cher aux paysans. Les communistes ont utilisé le patriotisme des Vietnamiens contre nous. Oui. Voilà. Tout à fait. Alors, une masse de messages. Alors d'abord, un message que j'ai depuis tout à l'heure qui ne concerne pas, quoique, espérons que non, mais qui ne concerne pas pour l'instant cette guérilla et contre-guérilla. Tout simplement un auditeur qui signe son message, je l'en remercie, nous prévient que la préfecture de police vient d'interdire la manifestation du 3 juin à 19h, place Édouard Herriot, contre la théorie du genre. Une manifestation avait été appelée. Vous qui vivez à l'étranger, je ne sais pas si vous avez Écoutez, eu le temps je ne peux pas commenter ça. Voilà. Je veux bien visiter la France, mais je n'habiterai plus jamais en France. Eh bien, sachez que donc une manifestation. Je ne manifesterai pas contre, je m'en fous. S'ils veulent tous devenir comme ça, qu'ils le deviennent. Mais moi, je m'en vais. Alors, ne faites pas partir tous les combattants de notre cause. Toujours est-il que une manifestation était appelée pour demain, pour le 3 juin,
à 19h place Édouard Herriot pour lutter contre cette théorie, parce que c'est ça le fond, c'est ça la grosse partie de l'iceberg qu'on nous présente, le mariage homosexuel étant le petit côté visible. C'est cette théorie qui doit être enseignée, enfin qui devrait être enseignée mais bientôt il y aurait des cours pratiques à l'école si ça continue. Voilà, exactement. On leur montrera comment faire. Mais tout à fait. Bref, cette manifestation semble avoir été interdite par la préfecture de police. On verra comment les organisateurs réagissent. Toujours est-il que j'observe par contre que nous n'avons que des messages d'auditeurs. Voilà. Donc nous sommes dans une émission qui concerne le phénomène militaire, peut-être plus que pour nos compagnes. Alors, en 2011, nous dit-on, nous avons massacré 150 000 musulmans en Syrie. Ce n'est pas du terrorisme. C'est une opération militaire. On vient de poignarder un militaire français. C'est du terrorisme et non un fait divers. Alors j'essaye de comprendre. C'est peut-être en Libye alors plutôt. Oui, non, pardon, c'est en Libye. Nous avons massacré 150 000 musulmans en Libye. Ce n'est pas du terrorisme, c'est une opération militaire. On vient de poignarder un militaire français. C'est du terrorisme et non un fait divers. Alors, ça, c'est une définition qui est assez intéressante. En fonction, on sait très bien, on est du camp dans lequel on se trouve, je le citais tout à l'heure, où vous êtes un affreux terroriste, ou vous êtes un magnifique combattant défendant... Un combattant de la liberté pour les uns, un terroriste pour les autres. Voilà, exactement. On le sait très bien, les résistants, ce qu'on appelle nous ici en France, les résistants, étaient des terroristes pour les autres. Bon, c'est évident. Là, il y a une question de vocabulaire. On sent bien la dualité des choses. Je pense qu'en Libye, je pense pas que c'était très positif pour nous, parce que je crois que la situation est encore pire qu'elle était avant. Mais bien évidemment. En Irak, c'est pareil. Avant que les Américains arrivent, bon, Saddam Hussein, je le défends pas, le pauvre homme. Mais bon, il était ce qu'il était. Mais d'ailleurs, les Américains l'ont utilisé pour faire la guerre contre les Iraniens. On a assez oublié ça. Mais n'oublions pas non plus que nous avions que l'État français, parlons comme ça, a reçu Kadhafi comme un grand chef d'État. Il était utile pour certaines opérations. On a bien compris. Financement politique. On lui a autorisé de monter sa tente de bédouin dans la cour du pavillon Marigny. Oui, bien sûr. Voilà, avec un parquet chauffant quand même, parce qu'il faisait pas trop chaud. Mais enfin, je veux dire, bon, voilà, ce sont des gracieusetés que l'on fait à un chef d'État et que l'on regrette le lendemain, puisque 6 mois après, on envoyait nos avions pour bombarder son quartier général. Comme quoi la politique est tout de même changeante. Alors, comment un officier, comment un cadre, un responsable, comme vous les dénommez dans votre livre, comment un responsable peut-il s'accommoder ceci? Est-ce qu'il n'y a pas, dans le simple fait de vouloir se positionner dans cette guerre de guérilla, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'être de toute façon, à terme, un responsable, pour ne pas dire un officier félon? Eh si, il y a un risque. On l'a bien vu avec l'OS. Par exemple. De Gaulle a décapité la fine fleur de notre armée. Ce qu'il y avait de meilleur, de plus honorable, de plus honnête, s'est retrouvé en cabane. Voilà. Ou fusillé, ou en fuite. Ou en fuite. Quand ils n'ont pas des accidents, comme l'inspecteur général de la Légion qui a eu un accident en Amérique du Sud. Les accidents, ça arrive souvent, ça. Je poursuis les messages, si vous le voulez bien. Monsieur Morel, connaîtrait-il le nom d'un homme militaire vietnamien, au début francophile, qui, emprisonné pendant que sa sœur décédée et auquel la France refuse la moindre permission durant la maladie de sa sœur bien-aimée, il devient un ennemi radical de la France. Il parle du général Giap, peut-être, non, parce que sa sœur a eu des problèmes, sa femme a eu des problèmes. C'est pas Giap, quand même. Peut-être, je ne sais pas. Oui, Giap, que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer 2 fois. Vous l'avez rencontré? Absolument. C'est malheureux, c'est un type qui aurait pu être notre ami si on avait été pratiquer la politique que je préconise. Et vous savez, je raconte toujours, je suis désolé pour les auditeurs fidèles, c'est quand même pitoyable, mais c'est comme ça, parce que je ne radote pas, chers auditeurs, j'ai déjà raconté plusieurs fois. Giap aurait pu être coopté si on l'avait pris jeune. Mais les propos du général Giap vis-à-vis de la France sont tout à fait d'abord paradoxaux, parce que en fonction de moi je l'ai rencontré à 2 périodes de sa vie assez rapprochées d'ailleurs, mais l'une où il était encore la première fois où il était encore disons dans les cérémonies officielles, etc. Maintenant, il est complètement mis au trop placard, patriote et pas assez communiste. Voilà, très exactement. Et par conséquent, dans la deuxième rencontre que j'ai pu avoir avec lui en 2002-2004, je ne sais plus, les propos étaient déjà beaucoup plus mesurés et
à la limite, ça n'est pas lui qui m'a dit ça, mais c'était tout à fait dans le même esprit. Cet officier Viet Minh, ce colonel Viet Minh, qui m'avait dit que ils avaient connu la peste pendant 1000 ans, ils avaient connu le choléra pendant 70 ans et que la grippe ne leur avait laissé que des bons souvenirs. Hein. Bon. C'est ça. Alors que ces gens-là ont fait le coup de feu contre nos armées. Hein. Alors je poursuis les messages. Je crains que vous ne commettiez une erreur d'analyse. Le chaos au Moyen-Orient est sciemment voulu, organisé par l'Occident, c'est-à-dire par les Américains. Probablement. Oui, absolument. Les Américains, dans mon livre, je l'appelle le mal absolu pour ceux que ça intéresse. Ça n'est pas contradictoire. Ça n'est pas contradictoire. Pour moi, les Américains, ce sont l'empire du mal. C'est le mal absolu. Alors, parlons peut-être, avant de poursuivre dans ces messages, parlons peut-être des techniques de combat, car on sait très bien que, pour résumer, on va faire ça à la louche. La technique de combat américain, c'est, je mettrai mon euro dans le cochon, c'est le bombing carpet. Bombing carpet, et puis alors, c'est-à-dire écraser tout qui se présente, on fait des ennemis de toute la population. Alors voilà. Et au début, la guérilla, ils sont 100 bonhommes, et puis après, ils sont 100 000, et on prend le coup de pied aux fesses, et ils rentrent chez eux comme des penaud, mais ils peuvent toujours prendre de l'héroïne pour se calmer si ça dégage. Alors c'est tout à fait c'est cette technique. Quand on veut perdre une guerre, il faut la faire avec les Américains. Donner un peu crûment, mais c'est tout à fait ça. Alors que, en Indochine en particulier, mais aussi en Algérie, enfin dans nos deux derniers conflits importants, appelons-les comme ça. En Algérie, nous avons gagné la guerre sur le terrain. Grâce au capitaine Léger et la Bleuite, on avait fait s'autodétruire les wilayas. Il y avait une action psychologique très forte, une étonnante. intox de la désinformation. Voilà. Ça avait été très fort. On avait gagné la guerre sur le terrain. Les katibas n'existaient plus, les wilayas étaient foutus. Il y avait l'armée extérieure qui faisait rien. Et qui, vous savez, a pensé que ça faisait bien de donner une partie du territoire national à des gens qui avaient perdu une guerre. Oui, tout à fait. Ça a été un désastre et on a perdu le Sahara, le pétrole et tout ce qui suit. On a eu 1 million de pieds noirs qui sont rentrés en catastrophe chez nous en ayant tout perdu. Et comble de l'horreur, on a laissé massacrer des dizaines et des dizaines de milliers de harkis que j'appelle nos frères de combat. Bien sûr. Et notre général président a interdit que les harkis puissent se réfugier chez nous. Et à Oran, en juillet 1962, l'infâme dit général Katz a laissé s'accomplir un massacre sur les ordres du général président. Et il y a eu des milliers de Français et de harkis de tués à Oran. Seul un lieutenant musulman, patriote, blessé à Dien Bien Phu, s'est interposé et a sauvé quelques centaines de Français. Moi je dis gloire et honneur à ce héros. Voilà ce que je pense. Alors, je poursuis les messages avant de passer le bobino, car Jean Morel, vous serez bien à la fête de la courtoisie le 9 juin prochain. On va en parler, mais on poursuit cette série de messages si vous le voulez bien. Donc, un auditeur nous dit, les mondialistes veulent remplacer les États par un chaos afin de laisser le mondialiste, c'est les Américains. Entre le gouvernement mondial et ce chaos. Oui, exactement. C'est encore le travail des Américains. Le travail de sape. Alors, un autre message, lorsque la guerre de Syrie sera terminée, ne croyez-vous pas que les extrémistes ne les enverront pas faire quelques guerres en Europe? Il ne faut pas laisser les gens à ne rien faire. Exactement. Si Bachar al-Assad perd le pouvoir, les extrémistes, les barbus vont fleurir et ils essaieront partout. Et il y aura du terrorisme partout. D'autant que c'est nous qui les aurons de toute façon, Bachar al-Assad, qu'est-ce qu'il nous a fait à nous, à la France? Absolument rien. Au nom de la démocratie, des droits de l'homme, alors on veut les terroristes chez nous, on les aura. Je rappelle que, comme Kadhafi, Bachar al-Assad a été reçu comme un grand chef d'État et avec toutes les amitiés que l'on pouvait lui faire. Et sous Bachar al-Assad, les chrétiens ne sont pas embêtés. Les minorités ne sont pas embêtées. Le jour où il y aura les barbus, ça serait des massacres. Et on pleurera une fois de plus. Les Occidentaux sont naïfs, ils ont été naïfs, ils sont naïfs, et ils seront toujours naïfs. Eh oui. On leur vendra la corde pour les pendre. On leur vendra même pas, c'est lamentable. Je vous propose d'entendre le bobino qui va annoncer la fête de la courtoisie le 9 juin prochain, fête à laquelle vous serez, Jean Morel, et puis on annoncera les différentes signatures d'ailleurs que vous donnerez également. Oui, bien sûr. Dimanche 9 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 9 juin, de 11h à 19h,
Venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux, offrez des livres dédicacés. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 9 juin, fête de la Courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Ostreicher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 €. Gratuit sur présentation de la carte d'auditeur et pour les personnes de moins de 27 ans. Écrivez à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous serons donc, chers auditeurs, à cette fête évidemment, et en l'occurrence, vous pourrez y rencontrer et faire dédicacer son ouvrage à Jean Morel, que je reçois ce soir dans le Libre Journal des auditeurs, Guérilla et contre-guérilla, théorie et pratique. Et puis je signale que vous rencontrerez au cours de cette fête, pour le Libre Journal des auditeurs, les auteurs suivants: Pierre Jovanovic, qui viendra dédicacer un certain nombre d'ouvrages, Laurent Glosy et Mélisande Chauveau pour la partie musicale. Voilà. Et puis Jean Morel, bien sûr. Puis-je ajouter que je serai à Nantes? Alors, tout à fait. À la librairie d'Aubray. C'est ça. Je serai à Nantes jeudi 6 juin, l'après-midi pour dédicacer le livre et le soir pour faire une conférence. Très bien. Ensuite, le vendredi 7 et le samedi 8, je serai à la librairie Duquesne l'après-midi et je dédicacerai le livre. Et bien entendu, le dimanche prochain, je serai à la fête de Radio Courtoisie. Parfait. Puis-je ajouter une dernière phrase? Mais je vous en prie, vous êtes là, c'est votre émission. Je tiens à saluer mes amis, les Québécois de souche, auxquels j'adresse une très amicale pensée, et je leur dis, vive le Québec libre! Et bien voilà, au moins les choses. Là, vous rejoignez le président. Mais De Gaulle, il était très bien, sauf pour l'Algérie. Il a trahi pour l'Algérie. Sauf pour le fait colonial. Oui, voilà. Non, mais pour l'Algérie, ce qu'il a fait, c'est une trahison. Car je crois que De Gaulle n'était absolument pas un colonial. C'était un général du Précaré. Il voyait par conséquent. Voilà, et il ne voyait pas du tout l'importance. Parce qu'il avait des bandes de commandement sur son pantalon. Et il ne voyait pas l'importance de la colonie, et en particulier de cette base arrière qu'aurait pu constituer l'Algérie, le Maghreb et évidemment le Sahara, avec toutes les richesses pétrolières, etc. Vous savez que il a abandonné le Sahara en 1 minute de discussion avec les plénipotentiaires français de la conférence d'Évian. Donc il a abandonné ça en 2 minutes, alors que le FLN ne voulait pas du Sahara. Il ne savait pas quoi en faire. C'était des urbains, et ils ne comprenaient pas ces gens du désert, et ils ne comprenaient surtout pas l'importance de cette manne pétrolière que l'on avait découvert dans cette zone. De Gaulle a fait des très bonnes choses dans une partie de sa vie, et à la fin, ce qu'il a fait, ça constituait une véritable trahison, parce que quand il leur a dit, je vous ai compris, on a dit, il va faire l'Algérie française. C'est bien comme ça. Donner la citoyenneté aux musulmans comme aux chrétiens. Et il ne s'agissait pas du tout de colonialisme, il s'agissait de garder la France telle qu'elle était avec ses 3 départements. En ce qui concerne l'Algérie, tout à fait. Alors précisément, un auditeur nous précise, l'Indochine était composée de 5 pays, le Tonkin, protectorat, l'Annam, empire protégé, le Laos, réunion de plusieurs royaumes indigènes protégés, le Cambodge, royaume protégé, et seule la Cochinchine était une colonie française. Exact. Il ne faut pas oublier ces particularités. Absolument. C'est tout à fait exact. Ça, c'était la théorie. Dans la pratique, vous savez, dans la pratique, c'était malheureusement ou heureusement, c'était en fait une colonie. Mais en fait, dans l'ex-Indochine, le seul pays intéressant, c'était le Vietnam. Parce que c'est une race intelligente, travailleuse, c'est des gens très valables. Bon, le Cambodge et le Laos, bon, je dirais rien contre eux, mais enfin bon. Mais par contre, aujourd'hui encore, on ressent cette même entité, à défaut d'être ethnique, elle est bien géographique, c'est-à-dire que le Vietnam considère globalement le Laos et le Cambodge comme des petites colonies, comme des colonies, comme des départements, des sous-mandats ou pas des sous-mandats. Il y a une très très forte communauté vietnamienne au Cambodge. Ah oui, tous les artisans sont les Chinois tiennent l'argent.
les Vietnamiens sont des artisans et les Cambodgiens, eh ben, ils regardent pousser le riz. Quant aux Laotiens, ils écoutent pousser le riz. Ah, c'est un peuple tellement attachant, pourtant. Oui, attachant, mais... Un autre message. La politique israélienne, principale responsable des événements dans les pays musulmans, c'est le pompier pyromane. On soutient les islamistes d'un côté et on les bombarde de l'autre. Et on les bombarde de Ça, l'autre. vous savez, le conflit du Moyen-Orient, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est très, 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 très complexe. Bon, les Américains, de toute façon, tout ce qu'ils font, ça se termine mal. Il vaudrait mieux qu'ils s'en mêlent pas, ça s'arrangerait plus facilement. Moi, je pense que si on laissait les Arabes et les Israéliens s'arranger entre eux, ça pourrait peut-être s'arranger plus facilement qu'avec les Américains. Les Américains, tout ce qui touche, ça pourrit. Bon, alors ça, c'est une déclaration de principe... il faut reconnaître, pour rester dans les zones qui nous intéressent aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé avec des Sud-Vietnamiens, donc des gens qui ont été très impliqués dans le conflit, des anciens militaires. Les Américains se sont servis d'eux et ils les ont abandonnés. Et ils en ont fait alors qu'ils étaient tout à fait favorables à l'intervention américaine parce qu'ils pensaient que ce serait effectivement. Et quand ils ont bien connu, ils n'en voulaient plus. Et voilà, exactement. Voilà. Mais remarquez, Ziem, il a été fabriqué, Ngodin Ziem, il a été fabriqué par les Américains. Quand, déçu par les Américains, son frère, Ngodin New, a voulu prendre contact avec le Nord, ils l'ont fait zigouiller par ses généraux. Éliminer. Ouais, absolument. Le colonel Lansdale. Oui, exactement. Qui était notre grand ami. Alors, nous sommes en plein dans le sujet. On vous demande, Monsieur Morel, mais ça, je pense que c'est un auditeur qui a déjà lu votre livre, en tout cas, il en a entendu parler. Pourriez-vous nous parler de vassalisation de la France envers les Américains? Absolument. Ah, alors là, écoutez, moi, c'est une des questions qui me dégoûte. On s'est toujours courbé devant les Américains. Et même si j'aime pas De Gaulle pour l'Algérie, au moins, lui, il savait leur tenir tête. Il a foutu le NATO dehors et il avait raison. Nous sommes les vassaux des Américains. On leur a servi de supplétifs en Afghanistan et on leur servira de supplétifs partout. Nous sommes les vassaux des Américains. Moi, je suis pour une alliance entre la Russie, l'Europe et la Chine. Les Américains dehors. C'est clair. Bien. Donc, c'est clair, comme vous dites. Alors, je reviens un petit peu à votre livre. Je ne veux pas entamer non pas cette polémique, mais cette discussion, tout simplement. Mais on va y revenir forcément, parce que je voudrais rester sur le livre, si vous voulez bien. Parce que là, on est parti dans les conditions géopolitiques. Dans la guerre d'Indochine, l'OSS, le précurseur de la CIA américaine, l'OSS a donné des armes et a entraîné Ho Chi Minh. Mais c'est le Major Patty. Le Major Patty. Qui a construit Ho Chi Minh, d'ailleurs. Et les anciens Jedburgh qui avaient travaillé en France une fois au Vietnam, ils ont lutté contre nous. Oui. Alors, je poursuis les messages qui nous arrivent, et puis après, on va revenir sur le plan du livre, si vous le voulez bien. En 1962, nous dit-on, le pétrole algérien était invendable, il valait 10 fois celui du Moyen-Orient, personne n'en voulait, ce qui est une réalité, sauf que c'est comme le pétrole irakien. Aujourd'hui, il y a une toute petite partie du pétrole irakien qui est exploitable aujourd'hui, mais si à vil prix, enfin au prix du cours mondial, mais si les Américains se sont tant investis pour chasser les gens qui leur tenaient tête en Irak, c'est tout simplement parce que les grandes réserves pétrolières dans 1000 ans sont en Irak et au Koweït. Et là, il y a des techniques d'extraction qui ne sont pas encore inventées et qui aujourd'hui sont beaucoup trop chères. C'est ça. Par conséquent, ce pétrole-là, on l'exploitera que dans plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Mais c'est quand même cette mainmise sur la manne pétrolière que les Américains... Ils ne peuvent pas avoir une goutte de pétrole sans vouloir la prendre. Regardez ce qu'ils font au malheureux Chavez. Enfin, il est mort, on n'en parle plus. Et ce qu'ils ont fait juste avant la guerre d'Algérie, d'ailleurs. Exactement. Quand le général Leclerc est parti pour refaire sa tournée des popotes, pour rallier les populations, alors que les grandes compagnies américaines et anglaises étaient en train d'exploiter sur le territoire français, étaient déjà en train d'exploiter et en tout cas de chercher les nappes pétrolières. C'est l'affaire de Conrad Killian. Vous savez, les Américains, moi dans mon livre, si les gens ont lu mon livre, ils verront que je dis les Américains dont la fourberie n'a d'égal que le cynisme brutal. Tout est dit là-dedans. Tout est dit. Les Occidentaux ne sont pas des naïfs, nous dit cet auditeur, mais ils sont intoxiqués par la presse qui est aux ordres des politiciens dans le mondialisme. Les journalistes doivent être un contre-pouvoir, ce qu'ils ont oublié depuis fort longtemps. Exemple, la boîte noire
à vomir des mensonges. Voilà. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pas qu'on est naïf, mais on est manipulé par la finance et par la presse, qui sont aux ordres de qui vous savez. Oui. Ça, c'est absolument incontestable. Qui vous savez. On s'en rend compte tous les jours. La grosse et c'est certainement pas des nationaux, ces gens-là. Ouais. Alors, je reviens, si vous le voulez bien, au livre qui nous intéresse aujourd'hui, Guérilla et contre-guérilla, théorie et pratique. Alors, aujourd'hui, c'est un sujet qui est, j'allais dire, d'actualité, malheureusement, car on se rend compte, enfin, les gens les plus observateurs de notre civilisation, de notre société, sont en train de se rendre compte qu'il y a de tels bouleversements qu'on appelle sociétaux aujourd'hui, que on se demande si demain, les Français de souche, comme on les appelle, ne vivront pas dans des réserves d'Indiens ou ne seront pas obligés, alors, de prendre le maquis, je ne sais pas, mais en tout cas... Le général Lalanne disait ceci, que des populations les populations peuvent en chasser d'autres. Moi, je vais prendre un cas précis. En 1900, le Kosovo était une province serbe, peuplée par plus de 90% de Serbes. Il y a eu une immigration incontrôlée d'Albanais qui fait qu'il y a une dizaine d'années, ces gens-là ont dit on fout les Serbes dehors, et quand les Serbes ont voulu se défendre, les impérialistes américains sont venus écraser les Serbes, et si bien que cette province a été perdue. Et si demain une de nos provinces est perdue, et qu'on veut la garder, mais on sera encore bombardé par les Américains comme l'ont été les Serbes. Et tout le monde a applaudi à l'écrasement des Serbes qui ne faisaient que défendre leur territoire national. En 1900, je le répète, il y avait plus de 90% de la population du Kosovo qui était serbe. Alors, ce qui est très symptomatique de notre époque, c'est que, à part votre livre, Guérilla et contre-guérilla, théorie et pratique, on sent très bien qu'il y a un certain nombre de chercheurs en géopolitique, d'observateurs, d'historiens, qui participent à ce mouvement d'analyse, en quelque sorte, sur la guérilla et la contre-guérilla. J'ai ici, par exemple, un livre dont beaucoup d'auditeurs ici en Radio Courtoisie ont entendu parler, Rue Barbare, survivre en ville de Pietro San Giorgio. Etc. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que on a déjà connu ça avec le Clandestin de Jean Raspail, qui nous prévenait de ce qui allait se passer. Il avait prévu tout ce qui se passait. On avait connu ça avec George Orwell, avec 1984, etc. Alors, il y a appelons-les des prophètes, si vous le voulez bien. Bon. Mais on n'écoute jamais les prophètes. Mais on n'écoute jamais ces observateurs attentifs qui sont des sous forme de presque de science-fiction qui nous annoncent ce qui va se passer. Celui qui voit et qui prédit avant tout le monde passe pour un fou ou un criminel. Et lorsque tout le monde pleure, on disait il avait raison. Voilà, et c'est évident. Mais c'est comme ça. Celui qui dit vous la savez, vérité, si vous regardez le monde, exécuté. Là où il y a plusieurs populations dans un territoire, c'est quand même pas la joie. Vous voyez Israël avec la Palestine. Vous voyez la Birmanie. En Birmanie, la Birmanie, comme tout le monde le sait, est peuplée de Birmans et de quelques minorités ethniques birmanes. Mais au moment de la colonisation, les Anglais sont crus très, très intelligents d'amener des dizaines de milliers de musulmans dans ce qui est actuellement le Bangladesh, qui se sont incrustés en Birmanie, et maintenant, il est en train de se produire des massacres. Les Birmans ne veulent pas de corps étrangers chez eux, et sont en train de les massacrer. Donc, moi, je suis absolument pas raciste, je suis même antiraciste, parce que ma femme est chinoise, et ça me serait très difficile de l'être. Ceci dit, je pense que tout peuple a droit à son territoire, où il peut vivre sa vie selon ses coutumes, ses croyances, son identité et sa religion. Les Arabes ont droit à leur pays, nous avons le droit à notre pays, les Africains ont droit à leur pays. Or, on peut constater que les mouvements massifs d'immigration n'ont lieu que dans les pays européens. Aucun pays asiatique ou africain n'accepterait une immigration incontrôlée de l'extérieur. Alors ça, on va en parler dans un instant, parce que vous connaissez bien l'Afrique également. Oui, je le connais. Vous y avez lutté. Bon, alors on va en parler. En Afrique, il y a des luttes tribales incessantes. Regardez le Rwanda. Ah ouais, tout à fait. Moi, j'ai été au Burundi. J'ai même été au Rwanda. Il y avait les Tutsis et les Hutus ne peuvent pas vivre ensemble.
Ils vivaient ensemble quand les Belges faisaient l'équilibre, mais dès qu'ils se sont retrouvés face à face, ils se sont massacrés. Lorsque vous avez des populations différentes qui vivent ensemble, elles se massacrent. C'est l'homme. Et le type qui veut changer l'homme, il n'y arrivera pas. C'est d'ailleurs, si là en ce moment, certaines personnes y travaillent d'ailleurs, on sent bien, enfin chez nous en tout cas. Mais ce qui est certain, c'est que on constate des mouvements de population absolument considérables, y compris aujourd'hui d'ailleurs. Incontrôlables. Et ça, c'est que le début. La misère, la montée des eaux, des explosions politiques vont faire que le monde entier va inonder l'Europe d'halogène et que l'Europe en crevera. Mais moi, je m'en fous, je serai pas là pour le voir. Ah ouais, j'ai choisi le camp chinois, je vis chez les Chinois et mon futur est chez les Chinois. Ne dites pas ça parce que nous, mais d'ailleurs c'est une réflexion qui avait été faite dans un article où il y a au moins 5 ans. Se suicider, moi je m'en vais. Il y avait une réflexion sur effectivement l'avenir géopolitique et c'était un général qui avait fait cette réflexion, je crois qu'il était paru dans je ne sais quel journal. Poniatowski en a parlé aussi. Où il prévoyait à l'horizon 2025 un conflit majeur, une déflagration entre globalement les États-Unis et la Chine. Exactement. Et c'est la Chine qui gagnera. Voilà. Et le problème, le problème pour cet observateur donc militaire, c'était de savoir dans quel camp nous pourrions être. Nous devons être avec la Chine. Ethniquement, les Chinois sont nos semblables. Ils sont intelligents. Ils ont une très grande, une très vieille culture. L'Amérique ne peut rien faire sans que 6 mois après les Chinois soient au courant. Le F-35, les Chinois ont les plans. Le Black Hawk, hélicoptère Black Hawk, ils ont les plans. L'Aegis, ils ont les plans. Le THAAD, ils ont les plans. Et tout ce que font les Américains, les Chinois ont les plans. Mais les Chinois ne feront pas la guerre tant qu'ils seront pas prêts. Mais quand ils sont prêts, ils vont gagner. D'ailleurs, vous savez, les guerres modernes, c'est pas ce qu'elles ont été dans le passé. Vous savez comme moi j'en parle dans mon livre, les ondes électromagnétiques. Absolument. Si vous faites exploser une bombe atomique très haut au-dessus de l'Amérique, les Américains ne sauront même pas. Mais tout sera paralysé. Leur porte-avions, le service des eaux, les transports, les banques. L'Amérique sera déjà à genoux. Donc, que les Américains fassent très attention. S'ils veulent un jour jouer avec la Chine, ça sera pas une rigolade pour eux. Et ils perdront parce que leur société multiculturelle n'existe pas, en fait. On est afro-américain, on est sino-américain, on est chilien-américain, on est tout sauf américain. Cette société tient que, on se demande comment. Le jour où il y aura un vrai choc entre la Chine et l'Amérique, la Chine gagnera. Et c'est notre intérêt d'ailleurs, parce que les Chinois, ce sont pas des impérialistes, les Chinois. Si vous leur foutez la paix, si vous êtes tranquille avec eux, ils vous laissent faire ce que vous voulez chez eux, chez vous. Alors que les Américains, ils viennent chez vous. Ils disent faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. D'ailleurs, ils peuvent pas parler avec quelqu'un sans parler des droits de l'homme, la démocratie. Mais la démocratie américaine, elle est pourrie, elle est à la base d'argent. Si vous n'êtes pas millionnaire, vous pouvez pas faire de politique en Amérique. En Amérique, il y a des masses de pauvres encore plus qu'en France. Moi, j'y étais aux États-Unis. Et j'ai vu des gens qui vivent dans les trailers, vous savez comment on dit les trailers, hein. J'ai vu des gens qui vivent dans les trailers. La misère est très très forte aux États-Unis. Vous savez, 5 à 10% de gens qui sont riches, tout le reste en crève. Alors, on leur fait croire qu'ils sont heureux en leur parlant de démocratie. Mais si c'est ça la démocratie, ils peuvent se la garder, j'en veux pas. Je préfère être chez les Chinois. Alors, je poursuis les messages, si vous le voulez bien. Donc, 2 messages féminins, des auditrices qui nous disent... Alors, merci, Monsieur Morel, pour des propos revigorants. Voilà, exactement, dans le style et dans le fond. Une auditrice qui signe son message, je l'en remercie et je la salue, car elle est très fidèle. Faut-il que le gouvernement ait si peur... Ah oui, on revient, je découvre le message. Faut-il que le gouvernement ait si peur pour interdire la manifestation de demain ? Oui, absolument, chère auditrice, je pense que le gouvernement a très peur. Bravo, Monsieur Morel, qui est un homme très énergique. Voilà, c'est de la part de cette auditrice. Alors, revenons, si vous le voulez bien, enfin revenons aussi autour du livre. Toujours dans cette analyse de la guérilla, de la contre-guérilla, on parlait il y a un instant de ces grands remplacements de population, qui est un phénomène... Des mouvements incontrôlables. Qui est un phénomène assez nouveau, parce que ça a toujours... Mais oui, depuis 1960. Voilà, ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, c'est à l'échelle de la planète. Oui, mais il y a une direction unique. Alors, c'est de l'Afrique et de l'Asie vers les pays occidentaux. Exactement. Jamais dans le sens contraire. Ah bah oui, jamais des Africains, jamais des Asiatiques n'accepteraient des mouvements massifs de population européenne chez eux. D'ailleurs,
Oui. Pardon, mais vous qui avez connu l'Afrique et qui avez connu les conflits africains, car ici, entre tribus. Ici, on n'en parle pas. Mais bien sûr, dès que la période coloniale a été terminée en Afrique, et on sait comment les décolonisations se sont produites. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que effectivement, les guerres tribales sont généralisées en Afrique. Tout est basé sur la tribu. Regardez en Afrique centrale, les pygmées. Mais les pygmées sont massacrés par les gens normaux, si on peut dire. Oui, enfin. Et en Namibie, il y avait ce qu'on appelait les Bushmen, vous savez. Oui, bien sûr. Mais ils sont en train de se faire génocider. Dans le silence le plus total. Ah, bien entendu, parce que là, du moment que les Européens sont pas là-dedans, l'Européen est toujours coupable de toute façon. Qu'il se démène ou qu'il reste quoi, comme aurait dit Brassens, l'Européen est coupable. Il est coupable d'être Européen et il doit faire pénitence. D'abord en quittant le pantalon et ensuite le slip. Moi, c'est pas mon genre. Alors, comment, dans cette perspective, donc, on a fait le bilan, là maintenant, ça y est, il n'est pas très réjouissant, convenons-en. Alors, comment voyez-vous les choses? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre d'ouvrages, un certain nombre d'auteurs ont fait j'appelle ça des prophéties si l'on veut, le terme est sans doute un peu fort et un peu connoté, mais appelons ça des prophéties. On parlait de George Orwell, on parlait... C'est surtout Raspail qui a vu avant tout le monde. On parlait de Raspail avec Le Corps des Saints, on parlait d'un certain nombre d'auteurs qui ont parfaitement analysé les choses. Également Renaud Camus avec son livre sur le grand remplacement, bon, en France, qui est quand même... Là, c'est un petit opuscule, on le lit facilement. Écoutez, et on en y France, découvre. on en arrive quand même à une chose, c'est que M. Copet a parlé du racisme anti-blanc. Dans certaines classes, les gens sont obligés de dire qu'ils ont un ancêtre italien et ça suffit pas. Donc le racisme anti-blanc existe. Mais tout le monde se voile la face, il n'y a que Copet qui a eu le courage de le dire. Alors, dans ces conditions-là, comment voyez-vous, vous, auteur de Guérilla et contre-guérilla, comment voyez-vous l'avenir à moyen terme? D'où? Ici, en métropole. Je préfère pas en parler. Alors vous avez pris l'option. Écoutez, quand on est bête, on paye. Quand on ouvre la porte du poulailler pour laisser rentrer les renards, lorsque les poules se feront égorger, elles ont ce qu'elles méritent. Elle n'avait qu'à pas ouvrir la porte du poulailler. Moi, je suis parti à cause de ça. Je veux pas être dans le camp des vaincus. Alors le problème, Jean Morel, je ne vous juge absolument pas, évidemment, sur ce que vous avez fait, mais on sait par exemple qu'aujourd'hui, c'est un chiffre qui a été donné récemment par le ministère de l'Éducation nationale, je crois. 50 000 de nos jeunes cadres sortant des grandes écoles, donc les décideurs de demain, des jeunes qui ont été formés ici en France et qui ont généralement été plutôt bien formés, 50 000 d'entre eux quittent le territoire métropolitain chaque année pour aller travailler à l'étranger. Écoutez, à Londres, il y a 400 000 Français. Chez nous, à Hong Kong, il y a 150 Français qui arrivent par jour. Bon, ils feront pas grand-chose, mais ils ont des espoirs. Le problème est là, voyez-vous, c'est qu'un pays qui accueille toute la misère du monde, une misère non formée, il faut la nourrir, il faut la soigner, et les prisons, ça coûte cher. Et qu'est-ce qu'il y a dans les prisons françaises? Il y a 15% de Français de souche. Le reste, ce sont des halogènes. Ça coûte cher, les prisons françaises. Donc, ces gens-là, non seulement ils font l'insécurité généralisée, ils coûtent cher avec les prisons, ils coûtent cher avec le social, ils coûtent cher avec comment on appelle ça, les HLM. C'est un fardeau qui fait crever la France, et c'est pour ça que la France est foutue. Parce que la France se relèvera jamais, il y aura jamais, le chômage ne diminuera jamais. Parce que quand on voit les taxes qu'on paye en France, il n'y a aucun type censé qui ferait une compagnie ou une société dans ce business. Vous allez me dire, oui, il y a des grandes compagnies qui travaillent bien en France. Mais vous avez des gens comme L'Oréal qui font 85% de leur chiffre à l'étranger. L'air liquide. Mais toutes les compagnies qui sont franco-françaises, elles crèvent. Parce que les charges sont trop fortes. Or, les gens intelligents, parce que les gens de ma génération, ils disent, ah oui, les taxes sont trop fortes, on est malheureux, mais j'ai mes amis, j'ai mes habitudes. Ça, c'est fini. Les gens qui sont intelligents et entrepreneurs, excusez-moi l'expression, mais quand on les emmerde trop, ils font la valise et ils reviennent jamais. Moi, je vais vous dire une chose. Voilà, je suis un exemple. Je suis installé en Extrême-Orient depuis près d'un demi-siècle. Mon grand-fils est un grand avocat d'affaires. Mon jeune fils est un bon médecin. Pourquoi voulez-vous qu'on revienne dans un pays pareil? Pour se faire massacrer dans le métro? Comme dans la ligne du RER? Pour se faire attaquer dans la rue?
Et si on prend un coup de couteau et qu'on se défend, c'est nous qui irons en prison? Alors c'est surtout ça, parce qu'effectivement des agressions, il y en a, mais pas toutes Non, les 2 minutes. l'insécurité est généralisée. C'est le principe. Voilà, c'est le principe. Écoutez, chez nous, nos dirigeants pratiquent l'angélisme. Si le criminel est criminel, c'est de la faute de la société. C'est la faute du brave homme. Un pays comme ça est un pays invivable. À moins d'être fou ou de vivre dans un monde imaginaire, on ne peut pas y rester. Voilà. Voilà mon opinion. Alors je poursuis les messages si vous le voulez bien dans ce libre journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, au cours duquel je reçois Jean Morel pour un livre Guérilla et contre-guérilla, théorie et pratique, paru aux éditions de Chiret. Et je redis que vous serez, Jean Morel, à la fête de la Courtoisie le 9 juin avec cet ouvrage. Alors, un auditeur me dit... Alors d'abord, bravo Monsieur Morel, venez plus souvent à Radio Courtoisie. Bon... C'est la 3e fois que je viens. Écoutez, très bien. Je suis d'accord avec Monsieur Morel, nous dit-on, concernant le Kosovo, il y a une complicité de Tito qui est l'allié de dirigeants Tito n'aimait pas les Serbes. Voilà. Tant que les Serbes ont été victimes d'exactions meurtrières, la presse européenne n'a rien dit. Dès que Milosevic a dit que les Serbes ne seront plus attaqués, il a été traité de nazi. Exactement. Voilà. De toute façon, quand on se plie pas au dogme complètement fou qui existe actuellement, on est nazi, on est fasciste, on est d'extrême droite, on est milicien, je sais pas ce qu'on est. Mais maintenant, les patriotes sont devenus des traîtres et les traîtres sont devenus des patriotes. Un pays comme ça, il marche sur la tête. Et les millions de chômeurs que vous avez, ils augmenteront, ils ne régresseront jamais. Bien. Et que le président peut dire ce qu'il veut, c'est un fait inexorable. Alors, c'est d'autant plus inexorable que tout ceci est la crise financière. Si vous venez en France, vous gagnez un euro, on vous en prend 80 centimes. Quel est le type normal qui accepte ça? J'ai fait ici même plusieurs émissions à caractère économique et on sait très bien que cette crise est une pure organisation. Bon, enfin, il y a des éléments extérieurs, naturellement, mais enfin, quand les gens sont réduits en pauvreté, ils votent socialiste. Eh ben voilà. Et ils peuvent toujours rêver. Le rêve, ça coûte pas cher. Monsieur Morel, félicitations pour votre engagement politique auprès du peuple chinois. Vous avez raison concernant les Américains. C'est une hyperpuissance dévastatrice qui nuit considérablement à la France en particulier et à l'Europe en général. Maléfique. Merci maléfique. de tout cœur pour les propos revigorants que vous tenez. Vous êtes un homme bien, vous dit-on. Voilà. Surtout à mon âge. Vous savez, à mon âge, j'attends plus grand-chose. Hein. Alors... j'essaye toujours de revenir sur votre livre parce que c'est un peu compliqué, mais enfin les auditeurs apprécieront d'ailleurs toute la partie, c'est très impliqué d'ailleurs dans le livre, mais la partie historique et la partie. À bon âge, j'ai déjà un pied dans la tombe, je dis la vérité. Hein. Oui, enfin, j'ai plus rien, j'ai pas intérêt à mentir. Hein. À vous entendre, j'ai pas l'impression que la tombe soit encore ouverte. Hein, je peux dire que c'est assez costaud. Alors, par contre, dans ce livre de guérilla et contre-guérilla, pensez-vous que toutes les articulations que vous donnez dans ce livre soient applicables aujourd'hui? Car lorsque on revient un peu aux propos qu'on échangeait tout à l'heure, on parlait de la France, parce que ça serait difficile dans un pays comme la France où les gens boivent de l'alcool, fument de la cannabis, écoutent du rap. Des gens comme ça, on n'en fera pas des guérillas. Voilà, n'exagérons rien. Je vous assure que je suis français. Moi, je lisais Le Monde, je lisais que la jeunesse française, ça donne à la drogue et à l'alcool. Alors, et c'était Le Monde, un journal de gauche. Voilà. Bon, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, comment dit-on, les différentes clignotants sont plutôt au rouge foncé, voire au noir dans un certain nombre de domaines. En particulier, d'ailleurs, j'entendais, et vous entendrez, chers auditeurs, bientôt cette émission sur notre antenne qui a été préenregistrée, au sujet de la dépravation par la drogue, ces fameuses salles de shoot qu'on va ouvrir ici. J'ai été interviewé par un journal qui s'appelle Le Harfang, journal des Québécois de souche, dans lesquels je disais que l'Occident ne croit plus à rien, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'enfants. Alors c'est une crise, incontestablement, c'est une crise morale. Oui. C'est une crise morale. Regardez, en Amérique du Sud, quand les Européens sont arrivés, en Amérique du Sud, les Indiens ont vu qu'ils n'avaient pas de futur, ils mangeaient de la terre et ils se suicidaient en mangeant de la terre. Or, quand un peuple ne croit plus à lui-même, c'est qu'il est foutu, il s'adonne à toutes les perversions et il n'a plus d'enfants. Or, c'est le cas de l'Europe. Il y a de moins en moins. Le général Lalanne disait que en Allemagne, en 2030, l'Allemagne aura perdu 7 millions d'habitants et que la plus grande partie de sa population seront des ressortissants d'origine turque.
Absolument. Les autres pourront toujours se sauver en Russie. Mais l'Allemagne sera turque. Ça plaise ou pas, c'est comme ça. Alors, précisément, puisque vous évoquez la Russie, on entend parler en ce moment un petit peu de la Russie. Par exemple, dans ce message, le mondialisme qui est un socialo-communiste, c'est un désastre pour les peuples européens de l'Ouest. Ce sont les mêmes démarches que dans l'ancienne URSS. L'Europe d'aujourd'hui est aussi l'URSS d'autrefois. Oui. Mais on a le sentiment aujourd'hui... Avec la puissance en moins. Alors voilà, et on a le sentiment aujourd'hui que une part, je dirais, du sursaut possible de l'Europe nous viendrait plutôt de l'Est. Et l'Europe occidentale est complètement pourrie. Et plutôt de la Russie actuelle. Oui. Ne serait-ce que l'attitude de Poutine vis-à-vis d'un certain nombre... Au moins, ils sont patriotes. Interdisant les gay pride, enfin, etc. C'est bien. Ce qui est un signe plutôt encourageant de reprise, entre guillemets, morale de son pays. Il suffit de voir comme Poutine est traîné dans la boue par tout l'Occident pour savoir que c'est un type bien. Il refuse la pourriture morale, la dépravation, la drogue, l'homosexualité, tout ce qui ramène l'homme au rang de l'animal. Poutine dit niet, il a raison. Donc l'intérêt de l'Europe, si on veut sauver l'Europe, c'est une alliance avec la Chine et la Russie et tourner le dos à l'Amérique pourrie. En tout cas, ce qui est certain, Jean Morel, c'est que lorsque le président Sarkozy avait mis en place avait tenté de mettre en place cette grande Europe avec le Maghreb, incluant le Maghreb, c'est à cette occasion d'ailleurs qu'on a vu arriver effectivement tous les grands tyrans, je le remets entre tous les grands tyrans, exactement, qui sont venus et qu'on a détrônés depuis, entre Kadhafi. Je vous fais remarquer même que Taylor du Libéria, criminel de guerre, condamné par la Cour internationale de La Haye, a été reçu par notre gouvernement ici à Paris. Oui, absolument. Alors donc, on s'aperçoit qu'il y aurait peut-être un espoir dans une réévaluation, un retournement des alliances, à savoir regarder un tout petit peu moins vers le sud et le Maghreb et regarder un tout petit peu plus vers la Russie. Notre futur, il est à l'est, la Russie et la Chine. Il n'y a pas d'autre. Je vais vous dire une chose que les gens ne savent pas, c'est qu'en Chine, à Shenzhen, il y a 4000 scientifiques qui travaillent pour améliorer, si c'était encore possible, l'intelligence des Chinois. Ça, c'est pas beaucoup. Tiens. Donc, il y a 4000 scientifiques qui veulent améliorer déjà la grande intelligence des Chinois. Par contre, chez nous, c'est la cannabis et tout le truc. Voilà. Et l'alcool. Enfin, cela dit, eux, ils montent. Si ce sont des manipulations, ça fait très peur aussi, parce que... C'est pas des manipulations, ce qu'ils font, c'est que, c'est comme le riz, on choisit le meilleur riz, je pense que l'être humain est suffisamment intelligent, ce qui pourrit l'être humain, c'est la richesse. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Regardez aux États-Unis, pays le plus riche du monde. Moi, j'ai toujours dit, j'ai de la chance d'être des pauvres. Ça empêche, parlez bien dans le micro. Mais moi, je vais vous dire franchement, moi, je vous dirais franchement que j'ai toujours dit aux gens, j'ai eu la chance de naître pauvre. Et je m'en glorifie. Parce que ça oblige. Je ne suis pas resté, mais je me glorifie d'être né pauvre. Ça oblige, en tout cas, à se battre. À se battre et à faire en sorte de faire travailler un petit peu son intelligence. Une auditrice nous dit, je suis pour la suppression des allocations familiales pour les étrangers. Ah oui. En Espagne, absolument. Il n'y a pas d'allocation. Absolument. Rien pour les étrangers. Rien. Que les étrangers au chômage. Que les étrangers rentrent chez eux. C'est ce que disait d'ailleurs. Moi, je suis d'accord avec elle. Un auditeur nous dit, Jean-Marie Le Pen est le seul homme politique français à avoir déclaré publiquement plusieurs fois que dans un conflit, il y a des terroristes des deux côtés, y compris dans la guerre d'Algérie. Il est censuré par ses propres partis. Voilà. Ce qui est certain, c'est que un homme politique l'avait dit depuis fort longtemps. On entendait ça il y a déjà 30 ans. Plutôt que d'accepter ces grandes vagues migratoires qui sont incontrôlables chez nous et qui coûtent beaucoup d'argent, c'est du suicide à l'échelon national. Il avait été dit qu'il fallait traiter ces vagues migratoires avant qu'elles ne partent de leur pays. Je n'accuse pas la gauche de ça. Celui qui a décrété le regroupement familial, c'est Monsieur Giscard d'Estaing. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le regroupement familial a été... C'est un acte de suicidaire. A transformé une immigration de travail en une immigration de peuplement. Et par conséquent, nous assistons aujourd'hui... Et comme le disait le général Lalanne, une population peut en chasser une autre. Tout à fait. Alors... On poursuit rapidement. Je reviens toujours au livre, n'est-ce pas c'est un tout petit peu décousu, je m'en excuse, mais les messages d'auditeurs nous renvoient toujours à des considérations pertinentes. Par conséquent, il n'y a pas de lieu de les refuser. Je reviens à ma question de tout à l'heure.
l'orientation que l'Europe pourrait prendre vis-à-vis de la Russie pourrait éviter d'avoir des oui, mais le problème conflits. de l'Europe, c'est que la moitié des États européens sont les valets des Américains. Regardez l'Angleterre. Et ce sera encore pire dans 2015 avec ce fameux pacte transatlantique qui a été signé par François Hollande Notre le 11 avenir, janvier. c'est la Chine et la Russie, c'est pas le reste. Et les Européens qui veulent pas de ça, ils sont calés en Amérique. Mais alors, donc cette situation qui implique, d'après vous, finalement l'exil, ne pourra jamais être appliquée à un peuple entier. Et heureusement, sans doute. On sait ce qui leur arrivera. Hein. Vous savez, les minorités, on connaît le sort des minorités à droite et à gauche. Hein. Regardez les chrétiens au Moyen-Orient, comment on les traite. Regardez les chrétiens en Irak. Regardez au Pakistan, parce qu'il y a des chrétiens au Pakistan. Bien sûr. Regardez à quel état ils se trouvent. Enfin, il n'y en a plus beaucoup. Voilà, Mais exactement. lorsque les gens sont des minorités chez eux, ça sera un peu tard pour s'en rendre compte. Hein. Alors les plus courageux s'en iront. Et puis les moins courageux, ils balayeront la rue et puis ils laveront les culottes des autres. Alors, s'en aller, ça sous-entend ne pas rentrer dans le jeu guérilla contre guérilla, parce que effectivement, si on est dans la perspective il y a des pays qui sont moins dégénérés que les autres qui se battront. D'abord, il faut avoir des montagnes, des forêts, et il faut avoir la foi. Mais moi, quand je vois des gens qui écoutent le rap, qui fument de l'herbe, comme ils disent, qui sont complètement dégénérés, mais ces gens-là ne se battront jamais. Ils préfèrent être les esclaves. Il y a des gens qui ont la vocation à l'esclavage. Et pourtant, en France, alors je ne sais pas si ça parvient. C'est une question de génération. Eh ben, mais il y a une La génération. génération de mon père, il se battait pendant la résistance. Mon père était dans la résistance. Mais il y a une génération qui monte là en ce moment en France. On la voit tous les jours. Je suis dubitatif. Monsieur Morel. Oui, je suis dubitatif. Ah, écoutez, je vous invite à venir. On n'en est pas à la guérilla et contre guérilla, Non, bien évidemment. J'ai été aux journées Chouane à Chiré, et là j'ai trouvé des gens qui étaient très très bien, des purs et des durs. Mais ils sont combien? Ils sont 3% dans la population. Mais oui, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, une minorité de 3% peut faire la loi. Une minorité de 0,2% arrive à faire la loi sur le mariage homosexuel. Alors, est-ce qu'une minorité de 3% de gens... Écoutez, il y a quand même pas mal de chrétiens encore en France. Or, la Bible dit, celui qui s'étendra sur le sol avec un homme, comme il le ferait avec une femme, les deux ont commis une abomination, and they will surely be put to death. Et ils seront certainement mis à mort. C'est dans la Bible. Alors, on croit la Bible, on n'y croit pas. Finish. Bon, en tout cas, les propos sont... hop, c'est carré, Pour moi, c'est une abomination, il n'y a pas de problème. On sent bien le militaire. Qu'il le fasse, il se cache, mais aller le mettre en public, c'est quelque chose. Alors, ça c'est tout à fait la question qui se pose, parce que on sait très bien que puisque nous parlons d'homosexualité, elle a toujours existé. Elle a toujours existé. Par conséquent, c'est quand peu même importe. pas quelque chose qu'on doit quand même mettre en relief, en faire état. Eh bien, le problème, c'est le fait que cette société, que la loi va rendre entre guillemets la normalité à quelque chose qui ne permet pas. Il y aura des travaux pratiques dans les écoles et on montrera aux enfants comment faire. C'est tout à fait ce que j'exprimais tout à l'heure avec la théorie du genre. C'est quelque chose qui me répugne. C'est-à-dire que on est en train de vouloir expliquer aux petits enfants que c'est normal. Alors, je poursuis les messages qui nous arrivent cette fois-ci par courriel. Arrêtez de critiquer les Américains, dit-on. Les Américains sont des marionnettes d'une puissance occulte, la même qui contrôle la France. Ah oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. S'il m'entend, je sais de qui il parle et je suis d'accord avec lui. Alors, donc, je poursuis, parce que je vois le temps qui passe, et si on veut avoir le temps de répondre à toutes les questions. Monsieur Morel nous invite à faire comme lui, quitter la France où on se fait plumer et agresser. Il devrait peut-être se demander comment notre pays pourra jamais se redresser si tout le monde fiche le camp. J'admire les jeunes... Il ne se redressera jamais. Alors, je poursuis le message. Un pays arabo-africain, point final. Alors, j'admire les jeunes qui ont le courage de rester, car ce sont les meilleurs, les plus dynamiques. Bien sûr, c'est les meilleurs, mais ils vont être massacrés, ces gens-là, dans 25 ans. Et je poursuis pour terminer le message, si vous m'autorisez. Non, Monsieur Morel, la France n'est pas foutue, nous dit cet auditeur. J'espère que non, mais je voudrais bien le croire. En tout cas, moi, je ne veux pas. Regardez la sécurité qu'il y a. Il y a une rame de métro dans le RER qui a été pillée. Il y a personne qui a été condamné alors que la personne avait été reconnue et par la police et par les gens qui ont été attaqués. Alors ça fait partie effectivement de la déroute de notre justice et aujourd'hui de notre police, car on sait que il y a un hôpital spécial pour les policiers qui sont dépressifs. Parce qu'on leur interdit de faire leur métier. Moi, je n'attaquerai jamais la police. Dès qu'ils font leur métier, c'est eux qui se font foutre dehors. C'est tout à fait vrai. Et
Ce que la police ne sait peut-être pas encore, en tout cas apparemment ils sont très discrets là-dessus, c'est qu'il y a un article du code le code pénal ou de procédure pénale qui stipule que le policier comme le militaire n'est plus obligé d'obéir à des ordres illégaux. Or aujourd'hui des ordres illégaux, il en tombe comme un gravelotte. Mais si il s'amuse à pas obéir à ces ordres illégaux, il sera foutu dehors et encore heureux s'il va pas en prison. Ça, c'est tout à fait exact. Après, il faut savoir si on est dans le camp des collabos ou dans le camp des résistants. Nous sommes d'accord. Un message donc d'un auditeur qui signe également un courriel. Espérons que Monsieur Morel enverra son livre à tous les évêques de feu la France et au pape qui nous bassine encore avec les plus pauvres. Un demi-siècle de rengaine et les pauvres sont toujours plus pauvres. Il doit y avoir un problème quelque part. L'auditeur entendra que j'ai corrigé son terme. Dont nous mourrons et eux avec nous. L'angélisme n'en est pas. C'est de la lâcheté pour les uns, du machiavélisme pour les autres. Pour la première fois de ma vie, je me sens stalinien, et n'aspire qu'aux grandes purges pour criminels sans châtiment qui nous dirigent. Supplions et agissons. Sans être stalinien, des purges feraient pas de mal à personne. Moi, je vois bien un bon Robespierre revenir. Alors, une auditrice vous demande, Monsieur Morel, ne démoralisez pas les troupes, ayez un discours plus positif. Ce qui est intéressant, chère auditrice, par contre, c'est d'avoir l'avis de Monsieur Morel, même si on le suit pas en toute chose, mais vous êtes un observateur. J'allais dire plus impartial que nous, parce que nous, on est au cœur. Vous êtes dans le bain, voilà, exactement. C'est comme vous savez, on met un poulet dans l'eau chaude. On chauffe. Le poulet réagit pas, mais si on le trempait dans l'eau brûlante, il réagirait. Or, les Français, on les intoxe. C'est le syndrome de la grenouille. Voilà, le syndrome. Depuis l'école, c'est pas du poulet, c'est de la grenouille. Ils sont bien gentils, il n'y a pas d'eau chez eux. Il faut leur donner à manger, ils ne vous gênent pas. Et puis quand ils sont une masse, vous l'avez dans le derrière. Ils sont manipulés. Un auditeur nous demande combien y a-t-il de chrétiens au gouvernement en France. Alors ça, on les compte, on ne les compte pas d'ailleurs. Il y a beaucoup de francs-maçons. On en a la liste. Moi, je voudrais savoir combien il y a d'églises en Arabie Saoudite. Ça. En France, il y a 400 mosquées et ça pousse. En Arabie Saoudite, y a-t-il des églises? Voilà ma question. C'est tout à fait ça. Ça s'appelle la réciprocité. Voilà. Une auditrice, et ce sera peut-être le dernier message, les Maliens doivent rentrer chez eux pour défendre leur pays, les jeunes Français ont le maquis pour défendre leur pays, au lieu d'être en France pour percevoir les allocations familiales. Tout cela est de la lâcheté. Absolument. Alors, je rappelle donc que Jean Morel sera présent à la fête de la courtoisie le 9 juin à la table de Libre Journal des auditeurs pour Guérilla et contre-guérilla, théorie et pratique. Je rappelle que Jean Morel vous donnait une signature à la librairie d'Aubray à Nantes, jeudi soir. Jeudi après-midi. Jeudi après-midi, pardon. Et le soir, je donne une conférence. Exact. Voilà, une conférence. Donc les auditeurs nantais et de la région nantaise pourront vous rencontrer. Et puis le vendredi après-midi, le samedi, vous serez à Duquesne Diffusion. Avenue Duquesne, 27 avenue Duquesne, et puis bien sûr le 9, comme on l'a dit, vous serez à la fête de Radio Courtoisie. Et je voudrais ajouter, si j'ai encore une Allez-y. minute, je remercie de tout cœur les gens qui ont mon livre et qui s'y intéressent. Et je peux les rassurer en leur disant que ce livre ne me rapporte absolument rien. J'ai abandonné tous mes droits d'auteur pour le rendre plus accessible aux militants nationalistes, aux ex-militaires et aux militaires. Eh bien, c'est une déclaration de courage. Lisez le livre de Jean Morel. Qui ne me rapportera absolument rien matériellement. Au 9 juin. Merci. Je vous remercie, Monsieur Rochard.